Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. On est là aujourd'hui pour parler de Kaamelott, premier volet, écrit, monté, réalisé, produit par Alexandre Astier. Il fait aussi la musique du film, il fait quasiment tout en fait. Ce mec, c'est un ouf, je suis sûre que c'est lui aussi qui fait les crêpes pendant le tournage. C'est le premier volet d'une trilogie et c'est la suite de la série Kaamelott qui s'est terminée en 2009. On est maintenant en 2021, donc on est 12 ans après. L'histoire se passe par contre, elle, 10 ans après. Arthur Pendragon est de retour sur l'île de Bretagne pendant que Lancelot et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de l'ogre, alors qu'en parallèle, une résistance tente de s'organiser tant bien que mal. Pour information, on adore la série. Moi, je la suivais sur M6 déjà à l'époque. On l'a revue plusieurs fois. C'est un univers qui est très important pour moi. Je me rappelle avec mes amis, je me filmais pour mettre des vidéos cheloues sur Facebook en train de refaire les dialogues de cette série. Très chelou, je confirme. On est fan de la série et de l'univers, mais on n'a par exemple pas encore lu la BD. Moi, j'aimerais personnellement bien la lire dans le futur. Oui, donc on connaît pas tout encore sur le bout des doigts, mais on adore cet univers. Donc sachez-le, vous avez l'avis de deux pignoufs qui ont vu la série et l'ont bien aimé, simplement. On va tout de suite vous donner notre avis général sans spoilers. Pour ma part, j'ai adoré le film. J'ai beaucoup rigolé. Même, parfois, j'étais seule à rire à certaines phrases qui paraissaient nulles, mais ça me faisait exclaffer de rire, parce que voilà, c'est des petites nuances comme ça, comiques, qu'il faut saisir, qu'il faut s'imprégner de la chose, et voilà, j'ai plongé dedans. Il n'y a pas seulement de l'humour dans le film, bien sûr, il est habilement et savoureusement bien dosé. Le casting est impeccable, comme d'habitude avec Kaamelott. J'ai beaucoup aimé les musiques, les décors, les costumes, l'intrigue générale qui est assez basique mais qui fonctionne parce qu'on a tous ces détails autour qui font fonctionner la trame principale. Parfois j'ai l'impression que le film se précipite un peu et a quelques oublis que je soulignerai plus dans la partie spoilers, mais c'est pas gênant parce qu'on pourra le retrouver par exemple dans la suite. Il y aura sûrement des explications, ou alors c'était dans la trame de l'histoire, et c'est vrai que quand on connaît bien la série, on peut être un petit peu gourmand, alors que c'est vrai qu'Astier avait dit qu'on pouvait regarder le film sans avoir vu la série. Je pense que quand même on le savoure mieux en ayant vu la série, mais c'est possible. Ouais, je suis dubitatif moi quand même sur ce point-là, ouais, c'est vrai que... Quelqu'un qui n'a pas vu la série va adhérer, va rire aux blagues s'il est réceptif, bien sûr, à l'humour. Après, il va pas saisir tous les détails. Comme tous les fans, j'attendais ce film depuis longtemps et je n'ai pas été déçue. Et je suis contente. Je te rejoins parce que je n'ai pas été déçu non plus. Oh. C'est dommage, on pourra pas se bagarrer. Du coup, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que t'as dit sans spoiler. Si ce n'est que pour l'humour, moi ça a totalement fonctionné, je suis totalement réceptif à cet humour. De toute façon, si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que le niveau humoristique ici est extrêmement haut. Donc vous vous doutez bien qu'en matière d'humour, nous sommes très difficiles. C'est l'humour auquel on est habitué avec Kaamelott, c'est l'humour qui est parfois latent, parfois attendu, basé sur du comique de répétition. Et avec moi, ça marche à tous les coups, quoi. Oui, c'est un humour auquel je suis totalement réceptive, que ce soit d'inspiration Monty Python, Louis de Funès, Robin des Bois, c'est... Des choses avec lesquelles on a grandi, quoi. C'est à la fois parfois débile, mais subtil. Ça nous définit bien. Ouais. À présent, nous allons rentrer dans la partie spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, barrez-vous. Avant de commencer, est-ce qu'on peut parler du point clé de toute l'histoire, le point qui nous a émus, qui a fait remonter à nous des odeurs de lavande, de pastis Connaître. et de pétanque. Enfin, nous avons un chevalier de la Provence. C'est beau. Non mais c'était beau parce que voilà, nous on est d'Avignon, donc dans la salle, quand il y a eu ce passage avec le chevalier avec un accent du sud, tout le monde était mort de rire dans la salle, quoi. On était presque en mode... Enfin quelqu'un qui nous comprend, quoi. Le chevalier provençal fait enfin partie de la table ronde. C'est beau. Parce que ouais, c'est vrai que Perceval avait un petit peu pris le titre en se trompant. Oui. Et on peut savoir depuis quand vous arpentez la Bretagne en racontant à tout le monde que vous appelez Provençal le Gaulois? J'en sais rien, moi. Donc, ils ont enfin fait justice au sud. Merci. 5 minutes pour parler de ça, alors personne ne s'y attendait, quoi. Genre, c'est incroyable. Tous les personnages qui sont autour de cette table, finalement, c'est vrai qu'on les retrouve pas vraiment dans la suite du film, mais j'espère qu'on va les retrouver dans les 2 prochains volets, en tout cas.
Côté scénario, comme tu l'as suggéré tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a rien de très inattendu. Arthur est de retour pour casser des culs, il va retirer Excalibur du rocher et vaincre Lancelot. La suite par contre promet plus de nouveautés, il va être temps de rebâtir, de revenir à la quête du Graal. Et pourquoi pas se concentrer aussi sur les aventures individuelles des chevaliers, ou en petit groupe, ou en gros groupe, quoi. Mais c'est vrai qu'on pourrait, ou encore plus aussi explorer les créatures, des créatures fantastiques. Parce que c'est vrai que dans ce film, c'est ce qui peut-être manquait un tout petit peu plus de magie, de fantaisie. Peut-être que dans les autres films, on l'aura. Après, bon, si ça n'y est pas, c'est pas non plus manquant, parce que tant qu'il y a cet humour et ces personnages assez attachants, même si l'intrigue, et je sais plus cette phrase-là, je vais finir. Je parlais tout à l'heure du fait que c'était un peu précipité, mais c'est vrai que c'est pas simple de gérer tous ces personnages qui ont été introduits pendant la série, d'autres qui viennent s'ajouter durant le film. C'est vraiment pas simple quand tu te retrouves avec toute cette palette et que tu dois gérer tout ça, sans qu'il y ait trop d'absence, sans non plus trop mettre quelqu'un en avant. Ça a bien été concocté, la recette fonctionne bien. On arrive à avoir la dose de personnages qu'on veut. Même si, il y a quelques petits absents, par exemple le maître d'armes, qu'on ne voit pas mais qu'on pourra voir dans la suite. Dame m'évanouit qu'on introduit durant le film. Même pendant les bandes annonces, on pensait qu'elle allait jouer un rôle assez important, parce que dans la série, elle est quand même... elle avait beaucoup d'ambition, elle est montée en grade, elle a voulu être reine, tout ça. Et là, dans le film, c'est vrai qu'on introduit tout ça, elle va voir dans le cachot Arthur, et on aurait aimé un peu une conclusion, par exemple Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui lui arrive ensuite. Et... Voilà, sa réaction face à l'échec de Lancelot, et un face-à-face peut-être avec Arthur, qui est une petite conversation entre les deux. Ouais. Même quand Arthur délivre Guenièvre, qui était quand même prisonnière de Lancelot, qui avait l'air assez possessif, assez colérique face à ces petits écarts, on voit pas trop la réaction de Lancelot dans mes souvenirs face à ça, et c'est quand même le truc qu'on attendait, parce que s'il n'y a pas de réaction face à cet événement, c'est un peu fade au final, c'est dommage. Même si... Moi, j'ai trouvé Lancelot un peu en retrait, alors que c'est censé être l'antagoniste du film, et je sais pas si ça vient de l'acteur qui était pas peut-être impliqué à fond dans le rôle, ou si c'est le costume aussi qui aidait pas, parce que même s'il est très original, il est quand même quelque part un peu ridicule. Il est surtout pas très pratique pour la bataille, mais là, tu vois, je parlais du fait d'être en retrait, que Lancelot est en retrait, et son costume me fait penser à étrangement une tortue. Enfin, il est un peu reptilien, et ça me fait penser à la carapace d'une tortue, un peu, ce truc, et j'avais l'impression que sa tête pouvait se rentrer, parfois, tu sais, qu'il pouvait comme se cacher. Donc est-ce que c'est pas aussi une volonté de montrer que le personnage a accédé au pouvoir, que c'est un tyran, tout ça, mais qu'il se cache quelque part parfois, t'as l'impression qu'il rentre dans sa carapace. Il est complètement caché, quoi. Ouais, ou qu'il s'enfouit dans sa folie totalement, ou qui s'enfouit dans son caractère quand même assez introverti, tu vois. Et un peu cette dualité qui, par ce costume, peut être représentée. On a l'impression qu'il a déjà abandonné, en fait, qu'il sait qu'Arthur va reprendre le pouvoir, et que... Il y a un peu une dualité chez lui, quoi. Il y a ce côté un peu fou, quoi, quand il se met à rire et qui dit à Arthur qu'en clair c'est un lâche, encore qu'il l'a pas tué, tout ça. Et ce côté, en retrait, toujours introverti. Ouais. Mais on pourra peut-être avoir ces réponses dans les films suivants. Peut-être que c'est une volonté d'Astier de garder tout ça au chaud pour ne l'exploiter plus tard et avoir plus le temps. Parce que c'est vrai que gérer tout ce temps, c'était peut-être un peu compliqué de tout mettre d'un coup. Et il aurait fallu un film peut-être de 3 heures, de 4 heures, quoi. Ça fait plaisir de retrouver tous ces personnages. Caradoc, Perceval, Cadoc... Merlin, bien sûr, Bohort. Bohort, incroyable. Incroyable, sa première apparition est incroyable. Moi j'adore, à chaque fois qu'il y a Cadoc qui parle, la réaction de Fabien, c'est incroyable, quoi. La mare au canard, c'était... Bon, ça nous tue tout ça. Genre, là, le cinéma, il s'est écroulé, quoi. Là. Il y en a marre. C'est mare au canard, c'est un truc que je dis de façon quotidienne, il faut le savoir. Donc quand tu vas au cinéma, c'est tellement jouissif, quoi, d'avoir cette réponse, quoi. T'as l'impression que ça vient de ton cerveau, quoi. Il y a aussi la duchesse et le duc d'Aquitaine et leur relation qui est incroyable. On a tous besoin d'un Alain Chabat comme ça dans notre vie pour rendre les choses plus douces. Il vous a traité de quoi? De pute. Oh, c'est incroyable. L'optimisme incarné. J'ai beaucoup aimé aussi la scène dans la cage quand ils sont à la frontière là, et qui provoque le garde. Ils
sont là. J'aimerais vraiment voir ce qui s'est passé là sur le tournage à ce moment-là. Qui a décidé de ça? C'est incroyable. La scène du jeu, là, improbable, c'était d'une absurdité sublime, comme d'habitude avec les jeux de Perceval, quoi. Et moi, ça me rappelle toujours, ces jeux de Perceval, c'est toujours moi, en soirée, là, quand j'ai enchaîné 4 bières, et qu'il y a un mec qui essaie de m'expliquer les règles d'un jeu, et que je le regarde comme ça, mais que je comprends rien, tu vois, mais je veux lui faire plaisir, et j'essaye de m'accrocher à la vie, comme ça, et d'essayer de comprendre les règles, mais à chaque fois, je pige rien. Et ça retranscrit vraiment ça, quoi. Le jeu appris en soirée, tu sais, là, C'est pas faux. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Sacré Graal, c'est vrai qu'il y a une scène qu'on... Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Sacré Graal, c'est vrai qu'il y a une scène qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, où Arthur dit à Caradoc et Perceval d'aller monter la garde, de faire 200 pas sur le chemin et de monter la garde, qui ressemble vraiment à une scène des Monty Python Sacré Graal. Oui, c'est vraiment un clin d'œil au film, parce que c'est la scène où le roi dit aux deux gardes de surveiller son fils, là, qui veut le faire marier. C'est ça. Et les gardes comprennent rien, genre, il dit d'accord, on monte la garde, après ils le suivent, c'est exactement la même scène, mais... Toujours dans le comique de répétition et la lenteur des scènes et ça fonctionne, ouais. Qui amène au rire. À part l'humour, voilà, il y a une mise en scène intéressante, il y a des choix artistiques qui sont réellement cool. Encore des choses qui font écho à d'autres œuvres culturelles. Quand Arthur est suspendu dans la cage dans le donjon, moi j'ai pensé directement à Ragnar qui est dans la cage. C'est un petit peu cet écho au roi déchu là, qui n'en peut plus, qui est épuisé, qui est enfermé. J'ai pensé à ça un peu. Ouais, dans la série Viking. Par rapport à la mise en scène et au montage, tu sens parfois quand même qu'il y a des angles de vue qui auraient pu être choisis différemment, ou un montage qui aurait pu être un peu plus dynamique pour rendre certains moments d'action un peu plus agréables à regarder, certains duels. C'est en ça où pour moi le film aurait pu être un peu mieux, même s'il est déjà excellent. C'est vrai que tu parles du montage, et Astier a expliqué qu'il faisait son montage à partir de la musique qu'il compose. Oui, il alterne entre des va-et-vient entre son montage et sa musique en fait, et il ajuste le montage en fonction de la musique et aussi inversement. Astier, il a dit qu'il mettait beaucoup de lui dans la série, que ce soit, je cite, ses poubelles, donc avec les côtés les plus sombres, mais aussi les côtés plus lumineux. Et là, il y a quelque chose qui a fait un peu le parallèle, c'est quand il voit que les Burgondes galèrent complètement pendant le combat, ils se rentrent dedans et tout, c'est le bordel. D'ailleurs, le Burgonde, quand il arrive, genre « Arthur !» C'est magnifique. Donc il arrive dans la tente et il voit que les mecs arrivent vachement à gérer la musique. Et là, il reste scotché devant. Alors qu'ils sont cons, on est d'accord. Le mec qui voit là, ils sont cons, mais qu'est-ce qu'ils jouent bien! Et ça fait le parallèle avec Astier qui fonctionne avec la musique aussi. Voilà. Qui arrive à gérer sa créativité grâce à ça. Et eux vont réussir à gérer le combat grâce à la musique. C'est ça, on ressent la fascination d'Arthur pour finalement ces mecs qui sont doués en musique, et on comprend qu'il fonctionne comme ça lui aussi, et qu'il arrive à être efficace en partant de la musique. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se mettent à jouer des tambours avant d'assiéger Kaamelott. Bon, on en a discuté en sortant, on est tous les deux d'accord pour dire que la scène du baiser, c'est la meilleure scène du film. On a vraiment adoré. Oui. Moi, j'avais presque les larmes, quoi. J'étais en mode, on attend ça depuis tellement longtemps. Oui. Parce que Guenièvre, elle a tellement été rabaissée, tellement été mise de côté, et on sait, voilà, dans la légende arthurienne qu'il y a quelque chose entre eux. Et là, on attendait parce qu'il y avait une complicité, une intimité qui commençait à se faire depuis, voilà, qu'il l'avait sauvée la première fois qu'elle avait rejoint Lancelot. Ouais, évidemment, ça fait plaisir de les voir enfin s'accorder tous les deux. Maintenant, bon, on attend tous, évidemment, qu'ils consomment. On est d'accord. Est-ce qu'il va rompre sa promesse? Nous le verrons dans les volets suivants. Mais nous, il faut toujours qu'il nous arrive quelque chose. Dans le cinéma, Arthur, il est en train de grimper là, tel un prince de Walt Disney, là, pour rejoindre sa princesse. En mode romantique. Voilà, hyper romantique. On commence à se dire, il va se passer quoi et tout. Ça monte et tout. Et là, d'un coup, dans la salle, t'entends une sorte de... Comme ça, j'ai dit que c'est quoi? Une alarme, voilà, une alarme du matin qui se m'a sonné. Ouais, dans le téléphone, en plus en mode stroboscopique, et là, tu sais, vous savez, avec la lumière qui clignote, genre... Qui allume la moitié du cinéma. Le truc qui te sort complètement du film, quoi. Ça a allumé la moitié du cinéma, quoi. Et là, t'as un boomer qui est comme ça avec ton téléphone en train de dire qu'est-ce que j'en fais et tout. Le mec, il avait l'anneau unique dans ses mains, il voulait le jeter dans les flammes, quoi. Il savait plus quoi en faire. Alors qu'il avait juste appuyé sur un bouton et a stoppé l'alarme. Et ça a sorti de la scène, j'étais dégoûtée. J'étais pourquoi à ce moment-là, quoi. Il y en avait des moments pour faire sonner ton truc. Ouais. J'ai cru qu'il y avait un magicien dans la pièce d'un coup. Genre, le mec, il est là, les pouvoirs.
pouvoir se révèle. Bref, revenons au vif du sujet, donc à l'histoire d'amour entre Guenièvre et Arthur. On nous fait comprendre que finalement Arthur comprend enfin ses sentiments envers Guenièvre à travers les différents flashbacks qu'on a eu tout au long du film. Donc je pense que tu as envie de développer un peu plus ce passage-là, puisque tu m'as expliqué des trucs que j'avais pas forcément saisis d'ailleurs à propos de ces flashbacks. Oui, j'ai beaucoup aimé l'intervention des flashbacks parce qu'ils révèlent beaucoup de choses sur la psychologie d'Arthur. Arthur, il a toujours cru quelque part que son histoire d'amour avec Akonia, c'était l'amour pur, son premier amour, l'amour sincère. Et depuis, il a toujours cherché un substitut à cette femme, mais il s'en est jamais remis. Il meurt d'amour pour elle, il a même fait cette promesse de ne pas consommer son mariage qu'il a tenu pendant des années. Ses maîtresses lui ressemblaient beaucoup, des brunes méditerranéennes. Même Guenièvre, vraiment, lui fait la remarque, lui avait dit mais vos maîtresses, elles se ressemblent toutes, hein. Et voilà, il a cette quête qui est un petit peu le bloc, au final, pour avancer, pour s'épanouir, pour trouver quelqu'un d'autre pour émotionnellement le combler. À la fois, il recherche un substitut sans vraiment en vouloir, c'est-à-dire qu'il est vraiment... Pour lui, c'est la femme unique, c'est la seule qui peut aimer. C'est ça, et en fait, avec ce flashback, petit à petit, Arthur, il se rappelle de cette histoire avec cette jeune fille. Lui aussi était très jeune. Et il y a le parallèle avec les masques, les femmes masquées. Donc il y a tout un questionnement sur qui est-elle, que représente-t-elle, la symbolique un peu masquée. Et au final, ça nous fait vraiment penser à Guenièvre qui est elle-même enfermée dans cette tour par Lancelot. Et cette jeune fille avec qui il a une relation, est elle aussi enfermée par des tortionnaires. Et il n'a qu'une envie, c'est de la libérer, en fait. Et là, on voit directement que cette jeune fille, au final, est un peu mêlée à Guenièvre, de façon... dans le temps, quoi, genre... Et ces flashs, au final, lui font comprendre qu'il a une vraie tendresse, un vrai amour pour Guenièvre. Ça avait commencé à se développer petit à petit depuis qu'il est allé la récupérer dans la forêt où elle était avec Lancelot. Là, on commençait à voir qu'il y avait une certaine tendresse, il commençait à lui parler mieux. Puis après, toute sa quête pour trouver ses enfants, ils étaient très complices. Et même avant sa tentative de suicide, il lui dit « Depuis quand vous vous occupez de moi comme ça ?» Et il comprend que c'est depuis toujours, quoi, depuis qu'ils se sont rencontrés. Et que petit à petit, c'était un amour différent, c'était pas un amour forcément coup de foudre, mais ça s'est créé petit à petit. Et c'était assez beau, cette histoire en flashback pour nous amener là. Et je suis contente parce que je le voulais, ce baiser, pour vraiment le développement des personnages qui est une sorte d'apothéose. Ouais. Et ensuite, on comprend aussi son évolution intérieure à Arthur par rapport au flashback. Au moment où il tue la tortionnaire de cette fille qui s'appelle, je crois, Sheda. Oui, moi j'ai compris. Sheda, j'ai cru qu'elle allait faire la blague Cheddar. Oui, moi aussi j'ai cru à un moment qu'ils allaient la faire. Ouais, heureusement qu'ils m'ont pas engagé pour le film. Et on comprend du coup qu'il ne reproduit plus les erreurs qu'il a pu faire par le passé, au sens où il ne va pas, cette fois, tuer Lancelot qui détenait Guenièvre. Au final, il est arrivé quelque part à un amour pur, parce qu'il a gagné en maturité, il a gagné en introspection, en faisant tous ses voyages, que ce soit des voyages corporels ou en se questionnant lui-même. Et au bout de son voyage, il se rend compte que finalement, Guenièvre, c'est la femme de sa vie, je pense. Il y a une notion de voyage thérapeutique aussi, je trouve. Arthur, c'est le genre à partir dès qu'il se sent mélancolique et aller faire un tour, aller chercher éventuellement des enfants ou aller retourner à Rome. Bon, là, il était un peu obligé avec Lancelot. C'est ça, et puis même pour Guenièvre, qui se rend compte que Lancelot, c'est pas le chevalier blanc parfait et qu'il est très possessif avec elle, qu'il veut l'enfermer. Et elle se rend compte que Arthur, finalement, lui convient. Même s'il lui accorde pas l'attention qu'elle voudrait, ça lui suffit. Et c'est beau parce que c'est symbolique aussi. Ils vont tous les deux, encore faire un voyage de 4 heures pour récupérer la couronne de leur mariage. Donc au final, on pourrait presque dire que leur mariage est consommé là, avec la couronne, et qu'ils s'embrassent pour une fois sincèrement. Puis cette évolution se retranscrit aussi quelque part visuellement avec Excalibur qui change de couleur. Un peu comme si Arthur a assumé son côté mélancolique, comme s'il avait quelque part mûri. Oui, par cette couleur du bleu, qui est une tonalité assez froide, assez mélancolique, il va accepter de vivre avec ça, d'être un héros ou un roi avec ce côté sombre en lui, et accepter ses échecs, qu'il n'a pas pu faire ce qu'il avait rêvé de faire. D'ailleurs, c'est bien représenté par le fait de cette nouvelle table ronde qu'il apprécie. Parce qu'il dit elle est faite avec des objets de récupération, tout ça. Elle est comme lui, cette table, au final, elle a morflé.
Elle a été reconstruite, c'est peut-être pas la même que celle du début, mais Ouais. en tout cas, voilà, c'est une table qui a l'air médiocre comme ça, mais qui, dans la symbolique, est héroïque en fait. Qui est rafistolé, tout comme le personnage en fait, qui a vécu des tas de choses et qui malgré tout est toujours debout. Voilà, et qui rassemble encore des gens d'honneur, quoi. Et là où on voit qu'Arthur a gagné en connaissance sur lui-même, c'est qu'au final, quand il y a l'intervention des dieux, des sortes d'événements divins qui se produisent, que ce soit le changement de couleur, voilà, du temps qui se modifie, tout ça, Arthur, il va pas forcément écouter ce que les dieux lui ordonneraient. Par exemple, on a l'impression que là, à la fin, il aurait ordonné de tuer Lancelot quelque part. T'as un peu une scène dramatique avec le ciel sombre, c'est un peu l'appel de la mort. Mais il écoute plus les dieux, il s'écoute lui-même. Il écoute les événements qui sont passés et comment il doit faire les choses selon son vécu. Et ce qu'il a appris des autres. Totalement, ouais. Esthétiquement, j'ai trouvé le film assez sombre, à part peut-être les costumes des Burgondes qui sont incroyables. C'est des iguales. On nous sort des couleurs qu'on a jamais vues dans Kaamelott. Pourquoi pas ? J'avais un peu peur de voir ce que ça allait donner au niveau des effets visuels, mais finalement je trouve que ça passe. La magie est présente, même si, comme d'habitude, elle ne vient pas de Merlin. Il y a un personnage qui fait des éclairs, voilà, qui s'amuse avec ça. Un petit regret que j'aimerais voir apparaître dans les prochains volets, donc peut-être un futur plaisir, ce serait de voir voilà, un peu plus de magie noire, donc comme on a pu voir à la fin avec Lancelot, avec cette entité qui n'a pas l'air très sympathique, mais par exemple, Dame m'évanouit. On avait commencé la magie, elle commence à devenir un peu vilaine, donc ça aurait pu faire une méchante encore plus badass en utilisant la magie. Elias, par exemple, aussi, qui a l'air d'être parfois dans le penchant de l'obscurité, mais qui est quand même assez fidèle, assez souverain, mais c'est vrai que voilà, avoir un côté encore plus obscur, parce que comme la série avait un peu basculé voilà, dans un côté plus réfléchi, plus sombre, voir ça plus tard, ça serait intéressant. On peut dire finalement que chez M'évanouit, la magie, quelque part, c'est M'évanouit. Parce que sérieusement, depuis la blague sur le marron, qui n'a pas envie de voir un combat géant entre Elias et Merlin ? Qui n'a pas envie de voir ça ? Une grosse battle. Bah oui, toi ? Ouais. Non, c'est vrai, moi j'imaginais Elias et Merlin se taper sur la gueule un jour. Ah bah oui, mais évidemment, ça va arriver, forcément. Ouais, mais bon, là, Elias, il a l'air plus en mode potager qu'en mode... Je vais le niquer! À la fin, j'ai beaucoup aimé le dernier plan avec Lancelot, l'effet visuel était vraiment cool. Je me suis dit, wow, on bascule dans une dimension fantasy que j'ai très envie de voir dans la suite. Ouais, complètement, on a envie d'en savoir plus sur cette entité-là. Alors c'est vrai qu'on a entendu Guenièvre avec sa servante parler de cette tour dans laquelle elles sont confinées, qui serait quelque part hantée, elles ont entendu du bruit, machin, elles étaient en flip, et finalement, est-ce que ça vient de ça ? On sait pas trop, j'espère qu'on en saura plus par la suite. Ouais, il m'a fait un peu penser au roi sorcier. Dans oui, le quand Hobbit, il a cette forme un peu dans le Hobbit, spectre, de fumée, je sais pas trop, mais c'est vrai que ça y ressemble, ouais. En fait, tout est lié. Bah, la veille du film, j'ai bien fait un rêve où je pensais que Fire and Blood, donc House of the Dragon, là, c'était lié à Kaamelott, l'univers de Game of Thrones. Donc bon, tout est possible. Oui, tout est possible, tout est possible. Rêve chelou. Et enfin, par rapport à la scène post-générique, qui n'est pas vraiment une scène post-générique, puisqu'elle a lieu pendant le générique. Mais... Ouais, moi j'ai pas trop compris, parce que je pensais qu'Iron Man, il était mort pendant Endgame, donc j'ai pas compris pourquoi il était de retour dans la scène, en fait. Donc Méléagant qui est là, qui rampe dans la neige, qui goûte la neige. Je sais pas vraiment quoi en penser. Bah, je pense qu'il est assez dégoûté en fait de ce qui vient de se passer. Il a l'air un peu puisque finalement frustré, c'est lui qui a poussé Lancelot au pouvoir, qui a poussé Arthur à se retirer en lui disant qu'il était infécond, tout ça. Il voulait que tout soit saboté et au final les dieux réussissent à remettre tout ça sur le droit chemin, quoi. Donc ouais. Cela dit, c'était pas forcément indispensable de le mettre comme ça dans une scène à la fin du film. Oui, ça aurait pu être, par exemple, le voir sous une cape, un peu dégoûté un petit moment vers la fin. C'est vrai que... Je pense que c'est parce que ça va être un élément assez central de la suite et que Astier voulait vraiment le mettre en avant en disant « Regardez, appuyez-vous bien sur ça pour voir ce qui va se passer plus tard. » quoi. On l'a pas oublié, quoi. Pour conclure, on vous conseille fortement d'aller voir ce film. Pour ceux qui auraient vu le film sans voir la série, on vous conseille aussi de découvrir la série, parce que vous allez bien vous éclater. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, à nous exposer vos théories éventuellement pour la suite. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager, et aussi à vous abonner à la chaîne Les Assoiffés de Ciné.
Sur ce les glandus, on vous dit à bientôt et on vous fait des poutou poutou.